Rama, Super. je On est m'excuse au- a priori. Juste, j'espère que tout fonctionnera parce que à Delève, le progrès est arrivé. On nous a installé les câbles, les Fibre câbles, optique. les fibres optiques Internet. Pas encore chez moi parce que j'étais pas à la maison. Mais bien sûr, depuis qu'ils ont installé, alors tout le système ne marche, fonctionne moins bien. C'est comme toujours. On installe la technologie et puis j'ai vu sur le groupe du WhatsApp du village que plusieurs personnes se plaignent que ceux qui n'ont pas encore passé aux fibres, le WhatsApp, l'ancien Internet est très ralenti. Alors j'espère qu'on n'aura pas de problème. Voilà, une petite fila pour que ça marche. Voilà, je te laisse commencer, je m'excuse. Johan, tu voulais dire deux mots d'introduction? Eh ben, c'est grâce à Midrashet Yehuda Manitou qu'on a le plaisir de t'écouter et je crois que tu vas parler des policiers. C'est Voilà, ça? exactement. Ouais. Bien, alors bonjour à tous et à toutes, et on veut donc parler des policiers, de la bravoure des policiers le 7 octobre, Simchat Torah. Et je rappelle que les policiers, c'est comme excuse un petit instant, là, j'ai un petit problème. C'est comme l'armée, ce sont des gens très bien, et il y a des fois des problèmes avec certains commandants et certains chefs, mais les policiers sont des gens bien et qui ont fait des choses extraordinaires, comme les soldats, comme les civils qui se sont portés au secours des gens. Euh, et c'est d'eux que je parlais, de la bravoure de ces policiers qui ont en fait soutenu le principal de l'attaque au départ, puisque dans des villes comme Sderot, Ofakim, c'est les policiers qui se sont battus contre les terroristes jusqu'à ce que l'armée arrive dans l'après-midi. Voilà. Alors, je veux donc d'abord présenter la police israélienne. Je ne sais pas si tout le monde connaît la police. Vous avez ici le sigle de la police à gauche, Mishteret Israël, donc la police, et à droite, Mishteret Israël, Mishmar Hagvul. Mishmar Hagvul, la police des frontières, c'est un peu l'équivalent de la gendarmerie nationale en France. La police dépend du ministère de l'Intérieur, et le Mishmar Hagvul aussi, mais c'est une branche. Ah, en France, c'est un peu différent. Donc les deux en Israël dépendent du ministère de l'Intérieur et pas du ministère de la Défense, mais la police, c'est la police que vous connaissez, les policiers que vous voyez en ville. Mishmar Hagvul, la police des frontières, ce sont des combattants qui sont formés exactement comme les soldats de l'armée israélienne. Ce sont des combattants, ils ont un uniforme bleu-vert, un petit peu différent de la couleur de Tsahal, mais ils portent des armes automatiques, des M16, comme l'armée israélienne. Euh, j'ai d'ailleurs découvert quelque chose d'incroyable. Souvent, je guide des groupes et j'arrive dans la vieille ville à Jérusalem ou à Hebron et je vois là-bas des policiers du Mishmar Hagvul. Ah, salut Ariel! On a fait ensemble le bac bleu-blanc, on a fait ensemble le voyage en Pologne avec l'école. C'était d'anciens élèves d'école juive française que j'ai eu le plaisir de guider. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous êtes Mishmar Hagvul? Et ils m'ont répondu une réponse très intéressante. Ils m'ont dit, parce qu'en fait, on veut faire l'armée, mais nos parents ont très très peur de nous voir à l'armée. Je m'excuse, je vends la mèche là. Nos parents ont très peur de nous entendre, d'entendre qu'on va faire l'armée en Israël. On dit non, on n'est pas à l'armée, on est à la police. La police, le Mishmar Hagvul, est tout aussi engagée dans les combats que l'armée. Ils sont sur le terrain à Jérusalem, à Hebron, à Ramallah, etc. Et ils font un très très bon boulot. Alors reprenons le début de la police. La police israélienne commence en fait à l'époque du mandat britannique. Juste quelques minutes pour présenter la police. À l'époque du mandat britannique, les Britanniques assurent la sécurité du pays et ils n'aiment pas tellement voir les Juifs sous les armées et portant un uniforme. Mais à contre-cœur, quand ils n'ont pas le choix, à la Première Guerre mondiale, ils ont accepté de créer les régiments juifs de l'armée anglaise, le 39, 40, 40, 38, 39, 40, le régiment de fusiliers royaux, qui ont commencé comme un régiment de muletiers, le corps des muletiers de Sion. C'était juste des gens qui amenaient du ravitaillement, mais ils ont vu la bravoure de ces soldats et leur ont permis plus tard de se joindre comme combattants. À la Seconde Guerre mondiale, les Anglais engageront 30 000 juifs d'Eretz Israël et formeront une brigade, la brigade juive
d'Eretz Israël. Mais déjà en 1936, 36, 38, il y a la grande révolte arabe en Israël. Les Arabes se révoltent contre les Anglais. Ils font ça en tuant des Juifs, mais en attaquant aussi les Anglais. Et surtout en attaquant le pipeline, la canalisation qui transporte le pétrole d'Irak vers l'Angleterre. Donc c'est quelque chose de stratégique pour les Anglais. Les Anglais n'arrivent plus à gérer la situation et ils décident d'engager des Juifs comme auxiliaires de police de la police anglaise. On les appellera les notrim. Notaire en hébreu, c'est comme shomer, c'est un gardien de la paix. Donc les notrim, vous les voyez sur la photo qui est devant vous à gauche. Vous voyez ces notrim avec la toque de fourrure turque. Les officiers en général sont anglais, mais ils sont armés et entraînés par la police anglaise. Au début, une partie sont même payés par l'agence juive qui est intéressée à avoir des gardiens juifs qui pourront défendre les villages juifs et qui ont des armes légales. Donc la Sortnout, l'agence juive, sera d'accord de payer le salaire. Après, c'est une partie, c'est les Anglais qui paieront. Une partie, c'est la compagnie de pétrole qui veut qu'on lui surveille son oléoduc qui va payer. Et en fait, c'est le début de la police. Ce sont des auxiliaires de police de la police anglaise, mais bien sûr, à la proclamation de l'État d'Israël, ils deviendront l'ossature de la police israélienne, puisque eux ont été formés à la police par les Anglais. À droite, vous voyez une image, c'est un livre qui raconte l'évolution de la police juive depuis l'époque biblique jusqu'à aujourd'hui. On finit l'épopée du désert dans le livre de Shemot. Et là-bas, je rappelle qu'on nous a parlé des Shotrim, Bayuku, Shotrei Bnei Israël. Il y avait des policiers juifs, mais les Shotrim du livre de Shemot sont des policiers nommés par les Égyptiens. En fait, ce sont des contremaîtres qui surveillent les travaux d'esclaves de nos ancêtres. Et on verra après les Shotrim dans le livre de Devarim, quand on nous parlera de Shoftim et Shotrim, Titan Lecha Bekol She'arecha, que la Torah nous enjoint de créer un système judiciaire. Et bien sûr, le juge juge et le policier doit faire appliquer la loi votée par le juge. Alors, on a à droite l'évolution des Shotrim juifs depuis l'ère biblique jusqu'à aujourd'hui. Et à gauche, c'était un colloque qui racontait l'histoire 100 ans de police juive en Eretz Israël. Là, vous voyez, c'est Notrim de 1936 qui font un Magen David avec leurs fusils. À droite, vous voyez le fort de police de Latroun qui date de la même époque. Et 1948, Tafshin-Chet, le 5 Iyar, David Ben-Gurion proclame l'État d'Israël et va créer une force de police juive. Et vous voyez là le discours de Ben-Gurion qui défile. Il y a un défilé, une parade de la police qui vient d'être créée. C'est juste après la guerre, parce que dans un premier stade, il faut plus s'occuper de créer une armée Tsahal pour vaincre les 5 armées arabes qui attaquent Israël. Et une fois que la situation sera plus calme, on pourra commencer à créer des institutions de l'État, voter un parlement, etc., et créer une police. Et voilà, à droite, le décret de création de la police qui donne les responsabilités de la police en Israël. J'avance. Et comme on a des problèmes de sécuriser les frontières d'Israël, je rappelle que les frontières d'Israël sont très longues, c'est un pays tout en longueur, donc on a par rapport à la surface énormément de kilomètres de frontières à garder. Et je rappelle qu'après la guerre d'indépendance de 1948 à 1949, on n'a pas signé de traité de paix. On a la paix avec aucun pays voisin, on a juste des lignes de cessez-le-feu. Et jusqu'à la guerre des 6 jours, il y aura des escarmouches continuelles, des fois même journalières sur les frontières. Et pour aider à l'armée, la police crée une unité, Mishmar Agvul, la police des frontières, qui est spécifiquement entraînée à bloquer les infiltrations de terroristes. Il y a parmi eux un certain nombre qui doivent apprendre à parler l'arabe pour pouvoir parler avec les populations arabes qui ne parlent pas hébreu. Et là, ce que vous voyez à gauche, c'est un panneau du KKL et du Mishmar Agvul qui raconte la collaboration, la coopération entre Mishmar Agvul et le KKL quand il s'agit d'assécher les marécages de la vallée du Choulé dans les années 50.
D'un côté, il y a un événement national d'assécher les marécages. De l'autre côté, les Syriens ne voient pas ça d'un bon oeil et attaquent les travaux. Et Mishmar Agvoul va empêcher les Syriens d'empêcher les travaux de continuer. Une unité de la police va être créée pour assurer la sécurité d'Adolf Eichmann jusqu'à qu'il soit jugé, condamné et pendu, parce que bien sûr, on a très très peur que quelqu'un veuille se venger sur Eichmann de ce qu'il a fait pendant la Shoah. Et c'est très important pour l'État d'Israël de l'amener à témoigner à Jérusalem. On aurait pu le liquider en Argentine où on l'a attrapé, mais le but était qu'il vienne témoigner, raconter, et surtout qu'arrivent les témoins d'accusation qui vont raconter leur vécu dans la Shoah, leur vécu dans les camps. C'est la première fois qu'on donne le devant de la scène à des survivants qui vont raconter leur histoire. Et donc, quand Eichmann est au procès, il est dans une cage en verre blindée, accompagné de policiers pour assurer sa sécurité, de façon à ce qu'il ne daigne pas mourir avant qu'il soit condamné à mort et pendu. Bon, ça c'est pour ceux qui habitent en Israël, connaissaient des films comme Ashoter Azulay, film humoristique sur l'histoire de la police. À droite, vous voyez les uniformes de la police dans les années 60. C'est juste une parenthèse. Et juste pour les hébraïsants, pour savoir d'où vient ce nom Mishtara, ce n'est pas un mot biblique, c'est un mot qui a été inventé par notre ami Eliezer Ben Yehuda, Milim Milim, Milim Milim, Hubada Milibo Haporer, la chanson de Eliezer Ben Yehuda. Il a inventé des tas de mots qu'il a inventés dans son esprit en ébullition. Alors, il a pris le mot choter, qui est, je l'ai dit dans la Torah, on a vu les chotrim en Égypte, on a vu les chotrim, les policiers, dans le livre de Devarim, et à partir du mot choter, Ben Ezra Ben Yehuda va nous créer un nouveau mot, mishtara, la police. Et juste pour avoir un ordre de grandeur, ce que je trouve sur Internet, en 2022, nous avons un peu plus de 30 000 policiers en Israël, parmi lesquels 5 000 policiers sont en fait des policiers qui sont en service militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un jeune se présente au service militaire, il peut être envoyé comme renfort à la police. Et donc, ça aide, encore une aide à la police. Ces jeunes gens qui, au lieu de faire un service dans Tsahal, le font dans l'armée. Ça peut des fois résoudre un problème d'objecteur de conscience et ça renforce les forces de police. Un budget annuel en 2022 de 13 milliards de shekels et en plus 25 000 civils qui servent dans le Mishmar Ezrachi et dans les Kitot Konunut, ces fameuses unités d'intervention qu'on a vues, le Simchat Torah, le 7 octobre, ces unités locales de gens qui habitent dans le village, qui sont armés et entraînés et qui doivent donner une première réponse jusqu'à ce que l'armée arrive. Alors, le Mishmar Ezra, ça dépend des villages. Les villages frontaliers, c'est en général sous le contrôle de l'armée et leur commandant est payé par l'armée. Dans des villages plus en arrière, ces Kitot Kononut sont commandés par un civil et sont sous le commandement de la police et pas de l'armée. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. La police, c'est pas une force militaire. La police, c'est une force de maintien de l'ordre civil. Ça peut être à droite la police routière qui vous flash et vous colle une amende parce que vous avez excédé la vitesse limitée. Donc ça, c'est aussi un problème, c'est que souvent les policiers ne sont pas les fonctionnaires les plus aimés par la population parce qu'on se rappelle le policier qui nous a collé une amende, ou le policier qui nous a bloqué la voiture, ou tout le monde n'a pas une expérience positive dans sa rencontre avec la police, c'est aussi un petit problème. À notre gauche, on a la police maritime, là vous la voyez à Eilat dans la marina, de nouveau pour des problèmes de police, pas pour des problèmes de militaires. Là, à Eilat, on a la police maritime, on a aussi bien sûr la marine de guerre qui a un port à Eilat. Et j'arrive donc à Mishmar Agvoul, la police des frontières, qui est donc la branche armée, la branche combattante de la police, parce qu'un policier, si c'est un policier qui vous colle une amende sur la route, il n'est pas entraîné au combat. Son arme personnelle, c'est un pistolet qu'il a à la ceinture, pas du tout un fusil automatique. Et ce qui va être un grand problème le 7 octobre, quand ils vont être confrontés à des terroristes, des Nukhbot surentraînés, surarmés, et eux
sont sous-entraînés et sous-armés. Mais il y a une branche qui, oui, elle est entraînée, c'est donc le Mishmar Agvoul. Vous voyez à droite des combattants du Mishmar Agvoul, à gauche, vous les voyez ici avec leurs véhicules. Ça, c'est déjà une force paramilitaire de la police. Et dans le cadre de ce Mishmar Agvoul, il y a une Yechida, la Yechida Taktit, qui est, elle, les commandos du Mishmar Agvoul. Vous le voyez à gauche, cagoulé, avec Bibi Netanyahu. Eux, bien sûr, on ne donne pas leur nom, on ne donne pas leur visage, puisque eux, c'est une force d'intervention spéciale de la police, à Yechida Taktit. Et dans cette Yechida Taktit, il y a un département que vous voyez à droite, qui sont les Mista Aravim, ces policiers qui opèrent sous couvert dans la population arabe. Eux parlent arabe, arrivent en civil avec la kafia et font des arrestations, démantèlent des réseaux, etc., dans la population arabe. Alors, vous voyez à droite, leur couverture, c'est toujours quelques combattants hyper armés et équipés qui sont un petit peu en retrait, et eux vont avec leur pistolet dans la ceinture, sous leur t-shirt, en espérant qu'ils vont réussir leur mission. Si jamais ils ont besoin d'aide, ils vont appeler à la rescousse les unités qui sont en couverture un peu en arrière. Et là, vous avez une photo de groupe du Mishmar Agvoul, avec à l'époque leur ministre Yvette Lieberman, et puis l'ancien commandant-chef de la police au centre. Et vous voyez que là, on a un peu tout. On a des combattants, on a des Mista Aravim, et à droite, on a l'unité canine. Il y a des opérateurs de drones, il y a toutes sortes de sous-unités. Et vous voyez là le sigle de l'unité Yamam, Hayechida Hamyuchedet Lochama Baterror, l'unité spéciale de la lutte antiterroriste qui fait partie de la police. Et ils ont une très belle devise qu'on devrait élargir à Tsahal. J'espère qu'avec le nouveau général en chef, elle va être élargie à Tsahal, élargie à Tsahal. La devise de cette unité, elle est en bas à gauche. C'est un verset de Tehillim, du roi David. Erdof oivai ve'asigem. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Velo ashuvat kalotam, et je ne rentre pas avant de les avoir détruits. Et je me rappelle une très belle phrase du Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Sfat. Il y a quelques années, il y avait une vague d'arrestations tous les jours. La police, l'armée nous racontait qu'ils étaient rentrés dans tel village. Ils avaient arrêté tant et tant de terroristes. Chaque jour, encore quelques-uns, et encore quelques-uns, encore quelques-uns. Et un jour, il y a un journaliste qui interviewe le Rav Shmuel Eliyahu pour lui demander qu'est-ce qu'il a à dire de ce qui se passe. Et il dit, je ne comprends pas. Le roi David a dit, Erdof Avivaï va Sigem, je poursuis mes ennemis et je les atteins, Velo Ashuvat Kallotam, et je ne reviens pas avant de les avoir détruits. Il n'y a pas marqué Ad Kelo Otam. Il n'y a pas marqué Lo Ashuvat Kelo Otam, je ne rentre pas avant de les avoir mis en prison. Il y a marqué je ne rentre pas avant de les avoir détruits. L'ennemi, il ne faut pas juste les mettre en prison, il faut les exterminer. Et si on avait fait ça avec les terroristes de Gaza, on n'aurait peut-être pas ce problème d'échanger des otages contre des terroristes en prison. Parce qu'on faut se rappeler une chose, on nous parle toujours d'échange de prisonniers. Ce n'est pas un échange de prisonniers, c'est une restitution d'otages qui est tout à fait normale. Et en échange, on libère des prisonniers condamnés à mort, ce qui est totalement illégal. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je continue. Et j'arrive donc le Simchat Torah, le 7 octobre. Je me base beaucoup sur une conférence de Shimon Shitrit Shlomi Shitrit que vous voyez à droite, qui est l'historien en chef de la police israélienne. Donc il est Sgan Nitzav, et il fait des conférences sur l'histoire de la police, sur les opérations de la police, etc. Il a fait une très belle conférence sur la police le 7 octobre, et je me base beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris je m'excuse de ne pas lui avoir demandé la permission, j'espère que c'est bon, de prendre quelques images. C'est sur YouTube, hein, c'est sur Internet, il l'a mis dans le domaine public, je ne l'ai pas volé dans sa sacoche. J'ai pris quelques images que j'ai photocopiées de sa conférence sur YouTube. Donc d'abord, il faut comprendre, il nous montre la police dans la région sud d'Israël le 7 octobre à 6h30 quand la guerre commence. Et la police est divisée en régions. Vous voyez, la région, il y a quatre postes de police dans le sud. Il y a Ashkelon, Sderot, Netivot et Ofakim, donc les quatre villes que vous voyez en bleu qui ont un poste de police. Dans ces quatre postes de police qui sont en mode vacances, puisque on est dans la fête de Simchat Torah, on est en jour de congé, il y a donc juste
les forces de garde qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a en tout 9 véhicules de patrouille, 29 policiers, 13 bénévoles et 41 policiers qui assurent le maintien de l'ordre dans la fête de la Nova au Chanion Re'im, ici, là où il y a eu le grand massacre. Quand on fait en Israël un grand rassemblement dans la forêt ou un grand événement sportif ou musical et que la police dit il faut un certain nombre de policiers pour maintenir l'ordre dans l'événement, dans l'événementiel, etc. Alors ces policiers sont payés par les organisateurs. C'est ce qu'on appelle Shotrim B'Sachar, des policiers payés. C'est pas que les autres travaillent gratuitement, mais les policiers sont payés par la police, par l'État d'Israël. Et quand ils sont engagés en plus en dehors de leurs ordres de service, d'assurer le maintien de l'ordre dans une fête, alors ils reçoivent bien sûr un salaire supplémentaire qui est payé par l'organisateur. Et donc ce jour-là, il y avait 41 policiers à Nova. Mais si un policier habituel est très peu armé, il a en fait un pistolet, des fois une matraque, en général un pistolet et une paire de menottes, les 41 policiers qui sont à Nova, une partie ne sont même pas armés, puisque leur boulot là-bas, c'est juste de gérer le parking, que les voitures ne se tamponnent pas, de gérer l'entrée et la sortie du parc. Et donc, ils ne sont même pas tous armés. Donc, il s'agit d'une force de police très minime, 29 policiers au début de la guerre. Et à 6h30, le Hamas commence, d'abord avec 4000 missiles qui foncent sur Israël, et quelque chose qui n'a pas été prévu. À 109 endroits, la barrière de sécurité est percée par le Hamas. Je rappelle qu'il y avait des caméras de contrôle, mais quelques mois avant, il y a des manifestations des Gazaouites qui viennent tous les vendredis faire des manifestations le long de la clôture. Et l'armée demande à les écarter de la clôture et demande à ouvrir le feu pour les écarter de 50 mètres de la clôture. Et le Bagatz va dire ah non, non, tant qu'ils ne sont pas jusqu'à la clôture, ils ont le droit d'être et ils vont s'habituer à venir tout le temps et à vérifier l'épaisseur de la clôture et vérifier où sont les caméras et faire tous les renseignements d'approche dont ils ont besoin grâce au Bagatz qui leur a permis de le faire. Et aujourd'hui le 7 octobre, un essaim de drones fonce sur les caméras et détruit les caméras qui filment ce qui se passe. Et tout le système de la barrière de sécurité est entièrement aveuglé et ne sert plus à rien. Parce qu'une fois que la barrière n'est plus contrôlée, on peut facilement la couper, la faire sauter et traverser. Et je rappelle qu'il y a très peu, j'ai dit qu'il y a très peu de policiers, il y a aussi très peu de soldats pour garder toute ces 35 km de clôture. Et donc ça permet dans la conférence, il parle de 3000 terroristes qui rentrent par voie de terre, par voie de mer et par les airs. Aujourd'hui, on parle plutôt de 6000. Ben, je laisse comme c'est marqué 3000, mais il s'agit apparemment de beaucoup plus qui sont passés ce jour-là. Et ils sont très bien entraînés. Et la première chose qu'ils font, c'est de neutraliser les centres de commandement. Ils vont attaquer les postes de l'armée, ils vont attaquer surtout la base, le commandement de la division régionale qui gère toutes les forces militaires de la région. Et donc, une fois qu'il n'y a plus de commandement, les soldats ne savent pas où aller. Il n'y a pas de, en hébreu, Tmunat Matzav, comment on appelle ça en français, je ne sais pas. Le fait de savoir où est l'ennemi, où est-ce qu'il y a première priorité et deuxième priorité, tout le système de l'armée est entièrement aveuglé. Et parce qu'il n'y a plus de caméras, et parce que les postes de commandement sont les premiers attaqués par les Nourbot. Là, on voit sur la carte maintenant la pénétration des terroristes. Vous voyez la bande de Gaza qui est en rose et autour la partie qui est en violet, c'est le périmètre qui a été envahi par les Nourbot. Vous voyez que ça ne va pas jusqu'à Ashkelon. Je montre maintenant Ashkelon avec la souris au nord. Ça s'arrête à Yad Mordechai, à 10 km au sud d'Ashkelon. Ça comprend la ville de Sderot, ça comprend la ville de Netivot, ça comprend la ville de Ofakim. Vous vous rappelez, j'ai parlé de 4 stations de police, Ashkelon, Sderot, Netivot, Ofakim. Les 3 stations de Ofakim, Netivot, Sderot vont devoir se battre dans leur ville et la station de Ashkelon qui n'est pas attaquée va venir en renfort, envoyer des renforts vers les policiers des 4 autres villes. Si vous regardez sur la carte à droite, vous voyez Kiryat Gat. Kiryat Gat, c'est aussi important, je vais en parler tout à l'heure, parce que
La station de Kiryat Gat est une station un peu plus grande, un peu plus importante que les stations de Sderot, Netivot et Ofakim. Et donc, au jour de fête, ils envoient des renforts pour permettre aux policiers de Ofakim de fêter un petit peu. Par exemple, les policiers de Ofakim, de Netivot, de Sderot, ils ne veulent pas être tous les jours de fête de garde, ils voudraient bien être un petit peu à la maison aussi avec leur famille, mais il faut toujours laisser un officier de garde, et comme ils ne sont pas très nombreux, alors les autres postes de police, Kiryat Gat, Ashkelon, Beersheba, envoient des policiers, des officiers pour monter la garde avec eux, pour remplacer les locaux. Et le commandant de poste de police de Sderot, dont on va parler tout à l'heure à la conférence, qui va gérer la bataille dans le premier temps, c'est en fait une officier de police de Kiryat Gat qui est venu remplacer un officier local et lui permettre d'être à la maison un petit peu avec sa famille. Alors, ce premier jour de la guerre, qui est en fait le jour principal de la guerre des policiers, il y en a encore d'autres parce qu'il y a encore des terroristes qu'on va trouver encore les jours suivants, mais les jours suivants, l'armée sera déjà sur le terrain et pourra faire son boulot. C'est quand même des gens qui sont mieux entraînés et mieux équipés que la police. Mais ce premier jour, on nous rappelle, il y a 50 zones de combat. Il y a 50 heures de combat, en fait, depuis l'arrivée, depuis 6h30 du 7 octobre, jusqu'à qu'on liquide le dernier terroriste sur le territoire, le territoire de notre côté de la bande de Gaza, de la frontière de Gaza. Et qui c'est qui va se battre? Des policiers individuels, des unités ad hoc qui se sont créées pendant le combat et certaines unités organisées qui vont venir au combat. Mais j'ai dit c'est très inégal comme combat, d'abord parce qu'ils ne sont pas entraînés au combat, une grande partie des policiers, à part le Shmishmar HaGvul, et leurs armements sont des pistolets face à des RPG et des lance-roquettes. Et donc, ça va finir avec 264 policiers blessés et 58 policiers tués, ce qui est énorme pour la police. C'est des nombres que la police n'a jamais envisagés, on n'a jamais eu besoin de se mesurer avec des nombres pareils en une journée. Alors, à 6h30, le tir de roquette est déclenché. Et on commence à voir des bateaux gonflables, des dinghies qui arrivent vers la plage de Zikim. Zikim, c'est ici. Vous voyez, là, je vous montre avec la souris. En bas et à gauche, il y a une image en vert. C'est à sa gauche, il y a Zikim. C'est au sud d'Ashkelon, de Yad Mordechai. Et là, sur la plage, on voit des bateaux de terroristes qui arrivent. Et alors, le commandant de la région sud de la police, Mefaked Merchav Darom, prend une décision incroyable. Il est 6h30. Personne n'a encore compris ce qui se passe. Il donne un ordre par radio à toutes les unités de police, Parash Pléchet. Parash Pléchet veut dire euh, intrusion de terroristes de Gaza. Et ça veut dire que tout le système de police se met en œuvre pour aller maintenant arrêter les terroristes. On n'a pas encore compris qu'il s'agit de 5000 terroristes. On croit qu'il s'agit d'une incursion de 2-3 bateaux, de 4, 5, 10 terroristes, comme on a l'habitude. Personne n'a encore compris l'ampleur de l'attaque. Mais le premier qui réagit, bien avant l'armée qui est encore complètement out, le premier qui réagit, c'est le chef de la police. Et c'est pas du tout évident. Parce que quand l'armée réagit, l'armée, c'est son boulot de se battre contre les terroristes. Mais lui, quand il annonce Parash Pléchette, ça veut dire que la première chose, c'est que tous les policiers loués par les organisateurs de la fête de la Nova à Reim doivent arrêter la fête. On ferme la fête. Je ne sais pas si vous comprenez le risque que ce gars-là il prend dans un pays comme Israël, qui est sur Mishpati. C'est les juges c'est les juges et les avocats qui gèrent le pays. C'est-à-dire que si jamais il y a eu 10 terroristes à Zikim, c'est ce qu'il sait actuellement, et qui sont entrés et arrêtés par la police, et que lui a arrêté la fête, il va falloir payer des millions de dédommagements aux organisateurs. Il prend un risque très très grand. Lui aussi va payer après, il va se faire limoger pour avoir interrompu une fête qui va coûter des millions aux organisateurs, à l'armée, pardon, et à la police et à l'État d'Israël. Mais lui décide
je ne sais pas ce qui se passe, c'est bizarre, Parash Pléchette. On est en état d'alerte maximale. C'est-à-dire que toutes les forces de police sont maintenant en alerte. Mais quand il y a Parash Pléchette, c'est encore plus incroyable parce que ce n'est pas seulement les forces locales sous son commandement qui se mettent en alerte, mais ça veut dire que les forces de police de Kiryat Gat, de Beersheva, doivent détacher une partie de leur personnel pour aller aider là où il y a un problème. C'est-à-dire que même des policiers de Netanya ou du Nord doivent venir renforcer les dispositifs dans le Sud. Donc le premier dispositif en fait qui commence à rencontrer les terroristes et à mener le combat, c'est en fait pas l'armée qui aurait dû le faire, mais la police. C'est d'autant plus incroyable que dans le pourtour de Gaza, c'est pas la police qui est responsable de la sécurité. De façon générale, pour faire simple, dans tout Israël, la sécurité extérieure, les frontières, c'est la responsabilité de l'armée, et la sécurité intérieure, c'est la responsabilité de la police. Maintenant, les villages qui sont dans le Hotef Aza, dans le pourtour de Gaza, d'après cette logique, ça devrait être la police. Mais comme il s'agit d'une zone de guerre où Tsahal doit se battre contre les Gazaouites, alors toute la zone frontalière, elle est en fait sous contrôle de l'armée. Et même la police, en fait, elle est sous l'autorité de l'armée. Mais l'armée est complètement encore dans les vapes ce matin-là. Et heureusement que le commandant de la police, dont ce n'est pas le rôle, met toute la police en, arrête, en alerte. Le commandant de la police du Sud, Merhab Darom, met toute la police du Sud et du pays en alerte alors que ce n'est pas son rôle, mais il le fait. Alors il le fait, et ça veut dire la première chose, c'est qu'on sort et on bloque tous les carrefours. Alors la police vient et se déploie, et il y a un carrefour Yad Mordechai, qui est un carrefour très important, je vous le montre maintenant, vous le voyez en jaune sur la carte, c'est à 2 kilomètres de la bande de Gaza, il y a le Marsom Erez, et la route qui va là vers Sderot, et ce carrefour-là, juste à côté, il y a une base du Mishmar Agvul. Donc, Mishmar Agvul, c'est donc la force armée de la police. Donc c'est très bien. Oui, seulement ce jour-là de Simchat Torah, ils sont deux policiers de Mishmar Agvul là-bas. Mais c'est des ordres et ils foncent et établissent un barrage au carrefour de Yad Mordechai. Et en parallèle arrive une force de renfort qui arrive du Mishpar Akvoul qui vient les renforcer et qui se joint à eux pour bloquer le carrefour de Yad Mordechai. Et ça, c'est incroyable parce que euh, juste après qu'ils arrivent, ils voient déjà des terroristes qui arrivent à moto en venant du sud. La flèche rouge, c'est les motos du Hamas qui foncent vers eux, et ils les abattent avant le carrefour. Vous voyez à droite les motos des terroristes qui ont été abattus par ces soldats du Mishmar Agvoul qui les attendent au carrefour. Et après 20 minutes, arrive une force de renfort commandée par Arnon Zmora, dont on parlera après parce que lui va tomber un peu plus tard, pas à ce moment-là. Et ils abattent tous ces terroristes qui viennent et en fait ont empêché que les terroristes ne continuent vers Ashkelon. Parce qu'aujourd'hui, après, on a fouillé leurs poches, on a vu leurs ordres de mission, on a vu les cartes qu'ils avaient. Et en fait, leur but, c'était d'investir la ville de Ashkelon. Mais grâce à cette présence d'esprit du commandant de la police qui a déclaré l'alerte et ces policiers, ces quelques policiers qui sont sortis bloquer la route, en fait, ils ont sauvé Ashkelon. Un peu plus tard, ils vont voir les terroristes arriver par la mer qui attaquent le kibbutz de Yad Mordechai et ils vont les attaquer. Yad Mordechai, Yad Mordechai qui est là en fait sous l'image. Il y a la Kitat Konunut, les gens de la défense du village, mais la force de Arnon Zmora va quitter le carrefour et venir renforcer et prendre des touristes en tenue et va sauver en fait l'intrusion des terroristes dans le kibbutz de Yad Mordechai et ils vont là-bas abattre 35 terroristes. Donc c'est déjà la première bataille, c'est la police qui la livre, vraiment dans les minutes qui suivent le début de la guerre. Arnon Zmora, dont j'ai parlé, qui est donc le commandant d'une force d'intervention du Mishmar Agvoul, va se joindre à l'opération Zir-e-Kaitz, les semences d'été. Et Zir-e-Kaitz, c'est l'opération qui va permettre de libérer 4 otages de Gaza. Si vous vous rappelez, il y a une opération où des forces israéliennes sont rentrées dans Gaza et ont libéré Noar Gamani, Almog Meirjan, Andrei Kozolov et Shlomi Ziv.
mais dans l'attaque, le commandant de police Arnon Zmora a été tué par les terroristes, Yehi Zichro Baruch, Hashem Yikom Damo, mais il a permis la libération des 4 otages. On voit dans la photo à droite les forces et l'hélicoptère qui ramènent les otages libérés à la maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet le nom de cette opération, qui était à l'époque l'opération Zir Ekaitz, son nom a été changé en Mifza Arnon, opération Arnon, du nom de Arnon qui a laissé la vie. Je rappelle par exemple l'opération de sauvetage des soldats il y a maintenant en 76, ça fait combien d'années? 76, ça fait 49 ans. C'était, je ne sais plus comment s'appelle l'opération, aujourd'hui elle s'appelle Mifta Yonatan, l'opération Yonatan du nom de Yoni Netanyahu, qui est tombé dans la bataille. C'est une habitude en Israël, une fois qu'un officier est tombé dans la bataille, de changer le nom de l'opération posthume en l'honneur de cet officier qui a donné sa vie. Donc la libération des otages, Mifta Arnon. Les terroristes attaquent les villages. Et le village qui a peut-être le plus payé, c'est le village de Kfar Oz. Vous voyez devant vous une photo aérienne de Kfar Oz. Les points rouges, ce sont les gens qui ont été assassinés. Les points, les points rouges sombres, c'est les gens assassinés. Les points rouges plus clairs, c'est les gens qui ont été kidnappés à Gaza. Et les oranges, c'est kidnappés et assassinés. Donc c'est un village, effectivement, vous voyez par rapport à la taille du village, le nombre de victimes que compte Kfar Aza. Et Kfar Aza était en fait il y a eu un massacre, surtout dans le quartier des jeunes, dans les maisons où habite la nouvelle génération du kibbutz de Kfar Aza. C'est là qu'était l'essentiel de l'attaque. Mais en fait, ce qui a évité le meurtre de tous les habitants de Kfar Aza, c'est un combat de nouveau d'une force ad hoc, une force qui s'est créée sur le terrain et qui était conduite par un officier de police. Et on va le voir maintenant. L'officier s'appelle Keter Tzoran. Il est combattant du Magav et motocycliste, vous le voyez là sur sa moto. Et en fait, toute la bataille de Kfar Aza a été filmée par la caméra qu'il a sur le casque. Donc bien sûr, tout n'a pas été publié et ouvert au grand public, mais des extraits du combat de Kfar Aza sont accessibles sur Internet grâce à ces extraits qu'on a pris de la caméra de Keter Tzoran. On lui annonce qu'il y a des terroristes, et vous voyez la voiture qui est devant lui, c'est un civil qui habite, je ne sais plus s'il habite Kfar Oz ou s'il a Kfar Aza, pardon, ou s'il a des copains à Kfar Aza, qui lui ont dit viens nous sauver, on est attaqué par les terroristes. Et donc, Keter Tzoran, lui, était en route vers le sud. On lui a dit que, j'ai expliqué que le commandant de la région sud a dit Parache Pléchette. Lui, il saute sur sa moto, il cherche où aller, où se rendre utile. Et il arrive à un premier endroit, il dit non, on n'a pas besoin ici, il continue. Et là, les terroristes, il dit ok, je viens. גבר, אולי ניכנס רגלי, נתחיל לסרוק את היישוב רגלי. חברים, אנחנו בשלב ידיעות כולי רגע, מסוק עורר 3, אתה רואה את זה? Pardon. Il a fait deux choses dans l'image qu'on vient de voir. D'abord, il propose aux gars de la voiture, on va rentrer à pied dans le village. Et ça va leur sauver la vie et leur permettre de se battre pendant des heures dans Kfar Aza. Le fait qu'ils soient rentrés à pied et qu'ils puissent sauter d'abri en abri et se cacher. Si c'était venu en voiture, les terroristes les attendaient, un RPG, la voiture aurait sauté, brûlé, et c'était la fin de leur histoire. Mais heureusement, Keter a cette idée incroyable, on va rentrer à pied, de façon à voir ce qui se passe, à pouvoir se faufiler entre les maisons, dans les jardins, et c'est déjà très important. La deuxième chose que vous avez vue dans l'image, c'est qu'il tend une casquette de police aux civils. Parce que le grand problème qu'il va y avoir dans cette bataille, ce premier jour, c'est que comment identifier qui est un terroriste et qui est un civil ou qui est un policier ou un soldat. Parce que je rappelle qu'il y a des terroristes qui sont venus en habit militaire de Tsahal, il y a des terroristes qui sont en civil, il y a des civils israéliens qui sont en civil, donc c'est le foutoir le plus complet. Tu vois quelqu'un d'armé devant toi en civil, est-ce que c'est un terroriste? Est-ce que c'est un soldat? Donc ce que fait Keter Tzoran, il lui donne une casquette de police pour dire, mets ça sur la tête et identifie-toi comme policier. D'ailleurs, il y a un autre soldat, un soldat en permission,
qui va rejoindre, il y aura une force de 4 personnes, Keter Tzoran, ce civil et encore 2 soldats qui vont se battre dans Kfar Aza contre les terroristes jusqu'à ce qu'arrive l'armée, après plusieurs heures. Et il y a un civil, un soldat en civil, il raconte qu'il est venu avec un pistolet, il n'a plus de munitions, mais il y a devant lui un terroriste qui l'a abattu. Alors il prend le Kalachnikov, l'arme automatique du terroriste, mais il dit, je suis idiot, je suis en civil, comme le terroriste, j'ai une arme de terroriste, on va me tirer dessus. Et il décide de reposer l'arme du Kalachnikov. Le Kalachnikov, il vaut mieux se battre avec un pistolet qui ne fait pas le poids face à un Kalachnikov, mais au moins qu'on ne soit pas moi pris pour un terroriste, parce que je risque ma vie. Alors Keter Tzoran, qui est très entraîné, directement donne une casquette, on va revoir cet extrait, il va donner une casquette de police au gars dans la voiture. Pardon. גבר, אולי ניכנס רגלי, נתחיל לסרוק את היישוב רגלי. חברים, אנחנו בשלב יריעות, תנו לי רגע, מסוגה, רואה שלוש, אתה רואה את העשן כאן, אני צריכה אותך. חבר'ה, בואו נעבוד, אתה עם האקדח רק? 4 qui vont rentrer maintenant. אני בכפר עזה, יש פה איזה 10 מחבלים, אף אחד לא מגיע לפה. יש מצב שחטו פה את היישוב, אנחנו מוצאים פה רק פצועים והורגים. תישאר על הקו. צה"ל! צה"ל! Là, ce qui s'est passé, ils ont crié Tsahal, Tsahal, parce qu'ils voient des gens armés devant eux. Ils ne savent pas si c'est des soldats ou des terroristes, ou des gens du village. Donc, ils crient Tsahal, Tsahal, et ce qui répond, c'est une salve de mitraillettes contre eux. Donc, ils comprennent que ce sont des terroristes, et donc, ils continuent le langage de combat. מוצאים פה רק פצועים והורגים. להערכתי, בחלק המערבי פה ניהלנו לחימה מול 60 מחבלים. אתה מבין שזה כבר 360 בתוך הקיבוץ, ובעצם אנחנו חדרנו ללב הלחימה. השורה התחתונה של הקרב הזה נשמעת כמעט דמיונית. 4 ישראלים מצאו את עצמם בלב כפר עזה, מוקפים במחבלים. יש רכב אחד עם הרוג וטנדר של המחבלים. כעבור שעות של לחימה יצאו משם כשארבעתם בחיים, אחד מהם פצוע, ועל הדשא ובין הבתים עשרות מחבלים הרוגים. יש! מה יש? מחבלים! בוודאות? בוא נאגף מימין! אנחנו מעקפים מימין! נקבל טלפון. Donc, vous avez compris ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 combattants contre des dizaines de terroristes. Les 4 vont survivre et les terroristes, on va avoir des dizaines de corps après. Et vous avez vu, ce qu'il a fait juste avant que je coupe le film, c'est qu'ils identifient des terroristes et que Keter dit continuez le feu. Moi, je les contourne par la droite pour les prendre à revers. Donc, Keter, c'est quelqu'un qui a été aussi officier dans l'armée, officier dans Magav, avec une très très grande expérience. J'étais à Kfar Aza, j'ai eu la chance d'être guidé à Kfar Aza par Keter Tzoran, qui nous a raconté son combat. C'est impressionnant. Je n'ai pas d'autres mots. Son histoire est impressionnante. Comment 4 personnes vont réussir à bloquer des dizaines de terroristes pendant des heures. Ce que va faire Yair Tzoran, qui est très important, ils vont trouver une échelle sur le terrain et en fait, deux des combattants vont monter sur un toit et ils vont pouvoir d'abord identifier où sont les terroristes et le dire à ceux qui sont en bas et aussi tirer sur les terroristes à partir du haut du toit. C'est un avantage, surtout qu'au début, les terroristes ne comprennent pas où ils se trouvent. Et donc, ils ont réussi à abattre pas mal de terroristes comme ça. Vous avez vu que l'un des 4, c'est un soldat. Il est venu avec un fusil mitrailleur. Il a des munitions, il a un fusil, il peut tirer de loin. Et c'est ce qui a permis de sauver Kfar Aza jusqu'à ce que l'armée arrive pour sauver les Aza, qui a fini, il dit, c'était un combat héroïque d'un policier avec 2 soldats et un civil. Et on arrive à la Nova. À la Nova, la première chose que font les policiers quand ils annoncent la fin de la fête, ils vont se servir de le DJ, le gars qui fait la musique et qui est tout de suite mis au courant, va éteindre la musique et tout, aurait pu prendre sa bagnole et foutre le camp. Mais lui va rester jusqu'au bout pour se servir des haut-parleurs et des micros pour donner des instructions aux gens où aller, où sont les terroristes, comment s'enfuir. Lui va perdre la vie. Il aurait très bien pu s'enfuir. Comme beaucoup de gens, il est venu et il est resté pour aider au maximum bien ce que ça lui coûtait. Et là, ce que vous voyez, c'est un barrage que la police fait sur la route, la fameuse route 232, qu'on va appeler après la route sanguinaire où
les gens s'enfuient du Nova, mais les terroristes ont bloqué les deux accès à la route, le carrefour nord et le carrefour sud. Et donc, quand les gens sortent de la Nova, sortent de la fête, ils foncent ou vers le nord, vers Tel Aviv, ou vers le sud, vers Beersheva. Et au prochain carrefour, ils sont pris sous le tir des terroristes. Alors, où ils sont tués sur le coup, où ils font demi-tour et reviennent vers la Nova. Et la police fait des barrages pour empêcher les terroristes d'avancer, de s'approcher. Et sur l'image que vous voyez, que j'ai pris de nouveau d'un site de télé, vous voyez les policiers qui sont là avec des agents de sécurité qui sont de la fête. Et ce qui est la phrase terrible, Kol hashotrim hamtsulamim naflu bakrav. Tous les policiers que vous voyez dans la photo sont tous tombés au combat. Aucun n'a survécu à cette photo. Alors, en plus de l'attaque sur la Nova, donc sur l'endroit de la fête qui est à Be'eri, vous voyez Be'eri, je vous le montre maintenant avec la souris, ceux qui arrivent à voir, et des combats de Yad Mordechai dont j'ai déjà parlé, on va parler des combats à Sderot, à Ofakim, et Chetz Shachor, c'est un magnifique site sur la bande de Gaza qui offre un panorama extraordinaire, et là-bas il y a aussi un mémorial à l'unité 101, une unité mythique de Tzal, je ne vais pas en parler maintenant, peut-être à l'occasion on fera une conférence. Et en fait, c'est l'endroit de rassemblement où les terroristes, il y a des dizaines de voitures de terroristes qui se rassemblent ici pour préparer leur invasion vers les villes de Sderot et Ofakim. Et donc, il y aura de gros combats à Chetz Shachor. Et j'arrive donc, je commence par la ville de Ofakim. La ville de Ofakim, vous l'avez vu, je remets juste là pour rappeler, Ofakim se trouve un petit peu au sud. C'est en fait l'endroit le plus loin où sont arrivés les terroristes. C'est une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza, un peu moins. Et on voit le héros de Ofakim, c'est sans aucun doute ce sous-officier de police qui s'appelle Itamar Alos, qui est un des premiers à comprendre ce qui se passe. Enfin, il n'a rien compris. D'abord, il y a les salves de roquettes qui tombent sur la ville. Donc, il est dans le mamad avec sa femme et sa famille. Et il entend des tirs dans la rue. Donc, il dit, non, il faudrait que j'aille voir ce qui se passe. Il prend son pistolet et il sort dans la rue pour aller voir ce qui se passe. Il laisse sa femme à la maison. Et là, il va être nez à nez avec les terroristes. Alors, il va être le premier, en fait, à comprendre ce qui se passe. Il va voir des terroristes qui ouvrent le feu sur lui. Il va en abattre un. Il va rencontrer le Rav de la yeshiva de Ofakim, pardon, du Garin Torani de Ofakim, qui lui aussi s'est battu et blessé à la jambe et couché par terre. Et il va le sauver et continuer le combat. Peut-être qu'on va regarder un petit peu une séquence et après j'expliquerai. בשלב הזה המחבל נותן צרור רוחב, אני חוטף כדור ברגל שמאל, בירך. נפצעתי, אני עושה כאן כמה דילוגים על רגל ימין, ונשקף פה על הבטן. ממשיך חפות להמשך, אני שומע אותך מאחורה. אתה צועק לי, הרב, זה אני איתמר, הייתי חובש, אני בא לעזור לך עכשיו, אז אני צועק לך. אני מסתכל מצד שמאל. Ce qui se passe, Excuse, je suis dans le mauvais sens là. Ok. Ce qui se passe, c'est que donc Itamar Alos rencontre le Rav Boutzrak qui lui dit j'ai une formation de secouriste, je vais te soigner. Et le Rav lui dit non, devant il y a une migounite. Vous rappelez, migounite, c'est les abris de bus protégés en béton. Quand on attend le bus et qu'il y a une alerte, on fonce dans l'abri protégé. Et le Rav lui dit dans l'abri de bus, il y a un terroriste. Alors, ce qui va se passer, c'est que Itamar va vers la migounite avec l'arme devant pour abattre le terroriste. Mais quand il rentre, il va voir pas un terroriste, il va voir une robe de femme. Et cette femme va lui dire, mon mari est là, il est blessé. Et ce que va faire Itamar, c'est mettre un garrot à cette personne blessée et lui sauver la vie. Pardon. Je m'excuse, je n'ai pas réussi à trouver des traductions en français, je n'ai pas eu le temps de traduire en français, alors il faut que j'arrête de temps en temps les films pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe. יש מחבל מקדימה, אתה פה, אתה חושב שאני מדבר? על המיגונית. על המיגונית, שיש פה מחבל בפנים. ואני רץ לכיוון המיגונית, אני מזהה כמו איזה סמלה כזאת בפנים. אז אני פותח פינה, אני רואה שם אישה. מסתכלת עליי מבועטת, אמרתי לה, מי איתך פה? היא אומרת לי, בעלי פצוע. אני רואה את היד שלו, משפריצה דם. אני לוקח אותו חולצה, לא חולצה מכופתרת, אני קורא לו אותה, מכין לי כמו איזה טלאי כזה, ואני מתחיל לטף לו על היד, מבצע קשירה, מהדק חזק, וראיתי שהדימום פסק. מה שלומך גרשון?
ראית, אני כבר לוחץ. אתה יב? איזה יופי. ראית? אתה כבר לוחץ, יש עוצמה. איזה... וואו. בסדר. כשראיתי כיפה, אמרת, התחלת לדבר, ואני מזהה מבטא, התחלת לדבר עברית תקינה, אמרת, זהו, עכשיו אני רגוע. ואני רץ בחזרה לרב שחר. אני רואה פה את הרב, אני קורע ברך, אני מוריד אותי פעם, אני נכנס לראות את חומרת הפציעה. איך שאני רואה, אני רואה את החור כניסה, חור יציאה, אני פתאום שומע ירי מקדימה. אני מרים את הראש, אני קולט מחבל שנכנס לרחוב, הוא מולי, עומד מרחק של 22 מטר, והוא יורה 7 שניות של ירי, באוטומט. זו מחסנית שלמה. משכב על הרב, ואני עוצם את העיניים. אחרי 3 שניות של ירי, אני אומר לעצמי, שנייה, איפה הכדורים, איפה פוגעים בי? אני רץ שמאלה, ואני דופק בשער של בית, הוא אומר, פתח את השער, פתח את השער. אני רואה את השער פתוח, אני רץ לרב, תופס אותו מהחגורה, מרים אותו, וגורר אותו פנימה. ומתחיל להגיד פרק תהילים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, שזה הפרק שאנחנו אומרים בקבורה, בהלוויה, מהמקום של ההספדים לקבר, והוא חוזר על זה עוד פעם, כמו שעושים בהלוויות, הוא אומר, הרב, זה פרק טוב. אנא בכוח. מפני המזיקים, תגיד. אני יוצא... Donc vous avez compris ce qui se passe, c'est que après avoir mis le garrot et sauvé le gars dans la migounite, dans le film on a vu quand il le rencontre quelques semaines plus tard, après que l'autre soit de nouveau soigné et guéri et vivant et la main fonctionne. Et une fois qu'il a soigné et qu'il a mis le garrot, il ressort dehors, il voit le rab, il commence à voir sa blessure pour voir comment le soigner. Et alors le terroriste commence à tirer un tir automatique. Lui, il se couche sur le rab pour le protéger et aucune balle ne l'atteint. Une fois que la salve est finie, il va tirer le rabbin par la ceinture et l'amener à l'abri dans une maison à côté, en disant un Perek Télim qu'on dit d'habitude dans les enterrements. Mais Itamar Alos, c'est incroyable, quoi. Il s'est battu pendant, je ne sais plus combien, pendant 2-3 heures. Il raconte qu'il y avait un malard qui juste derrière lui, devant lui pour le protéger, parce que là, il y a un terroriste qui a vidé un chargeur sur lui, il ne l'a pas touché. Il y a un autre terroriste qui va vider un autre chargeur sur lui, et Itamar va réussir à l'abattre, il n'est pas touché. Tout à coup, quelqu'un lui crie grenade, et il y a une grenade qui explose devant lui à 5 mètres. Normalement, à 5 mètres, une grenade explose, c'est fini. Le rayon effectif d'une grenade, c'est 8 mètres. Lui, il a moins de 8 mètres de la grenade, pas une égratignure. Et finalement, il va trouver un blessé sérieux. Il a vu déjà qu'il y a maintenant d'autres forces dans la ville, et il va l'emmener en voiture à l'hôpital. Quand il va rentrer à la maison, il va être surpris par sa femme qui l'accueille. Quoi, tu es vivant? Parce qu'il y a un autre policier qui a été tué à Ofakim qui s'appelle Ilouz. En fait, Itamar Alos, dans son nom d'origine, c'était Ilouz. Et sa femme était sûre qu'il avait perdu la vie dans les combats de la ville de Ofakim. Mais non, c'est un des héros de Ofakim. De nouveau, c'est un policier que rien n'avait préparé à ce qui s'est passé et qui a, d'un côté, sauvé de nombreuses personnes et abattu de nombreux terroristes dans Ofakim. Ofakim, d'ailleurs, c'est la ville qui, relativement, a été un peu moins touchée. Il y a quand même une quarantaine de victimes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a des enregistrements de terroristes qui se préparent à entrer à Ofakim et leurs copains leur disent « Ne rentrez pas, c'est trop compliqué, il y a trop les gens se battent trop ici, allez ailleurs, cherchez une proie plus facile, une cible plus facile, parce qu'à Ofakim, le combat est très compliqué contre les policiers et les civils qui sont dans la ville. Les policiers, les civils et les soldats en congé. Il y a pas mal de soldats en congé pour la fête qui sortent leurs armes et qui vont se joindre au combat, mais de nouveau pas un combat organisé, pas l'armée qui gère le combat. C'est des individuels qui vont dans la rue, qui voient ce qui se passe et qui engagent le combat. Vous voyez là à gauche, Yigal Ilouz, qui porte le même nom que Itamar, nom de famille, et qui lui va être tué. Et en fait, lui va être tué devant une maison très célèbre. Je pense qu'il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui n'a pas entendu l'histoire de Rachel Edri. Peut-être que Rachel Edri ne vous dit rien, mais Rachel de Ofakim, c'est un moutag, comme on dit. C'est cette femme qui va être 15 heures enfermée chez elle avec son mari et 5 terroristes, et qui va leur offrir des gâteaux et chanter avec eux des chansons et leur faire passer le temps pour gagner du temps jusqu'à ce que la police, profitant de la nuit, va réussir à abattre les 5 terroristes
et libérer Rachel et son mari. Donc Yigal Illouz a perdu la vie dans cette attaque. Ce qui est incroyable dans l'histoire de Rachel Edry, c'est qu'un des policiers qui va la libérer, c'est Eviatar, qui est le fils de Rachel. Eviatar, Evi, est le fils de Rachel. Et quand il appelle sa mère pour lui demander comment elle va, qu'il n'y a pas de réponse, il comprend qu'il y a un problème, il fonce à la maison, il va tomber sur les policiers qui sont en train de se battre contre les terroristes qui sont dans la maison. Il y aura des pourparlers, ils vont parlementer pendant des heures et des heures pour gagner du temps jusqu'à ce que, sous la nuit, ils arrivent à abattre les terroristes. On va voir un petit extrait. השעה עכשיו 7:30, עדיין הדקות הראשונות שלאחר חדירת המחבלים לעיר. חבלן המשטרה יגאל אילוז, הנה כאן בפינה, מגיע ראשון לאזור הבית של רחל אדרי, בפינת הרחובות מישור הגפן והגורן, וחותר למגע עם המחבלים. יגאל עבד לילה, ובבוקר הוא נסע לתת תדריך שם במסיבה ברעים. בשנייה שהוא סיים את המשמרת שלו, קיבלו דיווח שיש מחבלים באופקים. הוא ועוד חבלן הגיעו לרחוב השני, וכשהתחילו לצעוד לכיוון הזה מהקומה השנייה של רחל, המחבל ירה עליו צרור יריות, ומפה נכנס לו הכדור, ובצוואר, ויגאל נהרג פה במקום. בזכות החיים של יגאל, כולם ניצלו, כולם ידעו שהמחבלים נכנסו. מאז רבית אלמנתו מגיעה לנקודה הזאת בכל יום, מדליקה נר. לעילוי נשמת יגאל ניסים בן פני פריחה חיה, שתהיה נשמתו בגן עדן. אני יודעת שאם הייתי אומרת ליגאל, אל תיכנס, או שהייתי אומרת לאבי או לניסים או לרוני או לכולם כאן, אל תיכנסו לזה, אף אחד לא היה מקשיב לי. זה העבודה שלהם. בשביל זה הם לקחו את הסוג של העבודה הזו, והם עשו את זה ב100%, הם נתנו את החיים שלהם. Donc, je me suis trompé, c'était pas le film sur Rachel, c'est le film sur Ravit Edry, donc la femme, Ravit Illouz, la femme de Yigal, qui raconte comment son mari était le premier qui était abattu par les terroristes qui étaient dans la maison de Rachel, et donc les autres ont compris et sont mis à couvert et ont commencé à engager le combat, et elle vient chaque jour allumer une bougie en sa mémoire, l'Eilou Nishmato, à l'endroit où il est tombé. Elle raconte comment elle comprend qu'elle n'aurait pas pu lui dire de rentrer à la maison, de ne pas engager le combat. C'est dans son sang, dans son ADN, c'est pour ça qu'il fait ce métier comme ses amis. Et au risque de leur vie, ils ont sauvé beaucoup. Yigal était artificier, il était Khablan, il démorce les bombes, etc. Dans 2 mois, il devait partir à la retraite. L'image suivante, c'est de Rachel Edry. Alors là, à droite, vous voyez la maison de Rachel Edry. Vous voyez à gauche Rachel Edry. Et vous voyez à droite une dame qui lui ressemble pas mal et qui a la même robe, c'est pas par hasard. En fait, ils ont tourné un film sur l'histoire de Rachel Edry, et ils ont tourné un film qu'on peut voir sur YouTube, où on voit Rachel Edry qui dit aux acteurs comment jouer, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment gérer. Bien sûr, le film, c'est l'histoire racontée par Rachel, par son mari, par les policiers qui étaient là, par les caméras des policiers, et on va voir un petit extrait du film sur Rachel Edry qui est menacée à un certain moment. Elle dit qu'elle est diabétique, elle a besoin de prendre sa seringue, et sa seringue est au rez-de-chaussée, et le terroriste descend avec elle dans les escaliers en ayant à la main une grenade dégoupillée pour dire aux policiers dehors, si vous tirez, elle meurt avec moi et vous aussi vous mourrez à cause de cette grenade. Et quand ils seront dans la cuisine, alors elle va proposer de leur faire du café, de leur faire à boire, etc. Et va commencer cette saga qui va durer pendant 15 heures, jusqu'à qu'elle et son mari soient libérés. ועכשיו אבי מנסה להתקשר אליי, ואני לא מגיבה. והוא שומע את האזעקות, הוא אומר לבת זוג שלו, אני חייב ללכת לרחוב של אמא. בטוח קרה משהו, אמא שלי לא עונה לי גם. C'est le mari. C'est Raphaël pendant l'attaque. Et ça c'est le fils, Yatar, qui est le petit poulet. קלטתי שהבן שלי בא, אז אמרתי, יש לי תקווה. זה הבית של ההורים שלי!
ادري برا برا باخورا ما فينيم تجيب ما فينيم ترقشوت ما فينيم ترقشوت אבל אל תסכן את עצמך. Ils essaient de calmer, mais le Magaf qui essaie de calmer Paragoul, qui veut calmer Eviatar, qui n'est qu'un simple policier. Eux, ils sont équipés, casqués, armés, lui, il a... Bon, je vais arrêter là pour arriver à ce qui a été la bataille emblématique de cette journée-là pour la police. C'est la bataille dans le fort de police, dans la poste de police de la ville de Sderot. Je rappelle, Sderot, c'est plus au nord. Et là-bas, 30 policiers ont perdu la vie dans les combats. L'héroïne de la journée, c'est Mali Shoshana. Mali Shoshana, je l'ai mentionné au début de cette conférence, c'est cet officier qui est officier dans le poste de police de Kiryat Gat, et elle est venue en renfort. Alors comme elle sait que elle doit faire une garde de Simchat Torah pour permettre à l'officier qui commande Sderot d'être un peu à la maison, elle s'est dit, mon fils, il ira au Akafot le soir, mais le matin, il sera trop fatigué, il ne se lèvera pas à la choule. Donc, le mieux, c'est que je fasse ma garde le matin, quand de toute façon, mon fils dort. Et donc, le matin, elle se pointe à 6h30 pour prendre sa garde à Sderot. Et c'est justement le moment où commence l'attaque des terroristes à Sderot. Elle va sortir, quand elle entend les coups de feu, elle sort, elle voit le tender de la voiture des terroristes qui arrive, le pick-up. Et elle sort avec avec deux autres policiers qui vont engager le combat. Un d'ailleurs de ces policiers. Ah, pardon. Je m'excuse, j'ai eu un petit problème là d'Internet. Je vous avais prévenu au départ que l'Internet à Dolev devient problématique. J'espère que vous êtes encore avec moi. Et je vais continuer le share. Où est-ce qu'il est le share? Tac, tac, share. Voilà. Ben voilà, on est revenu. Si quelqu'un peut ouvrir un micro, si Yohan est là juste pour vous dire que tout fonctionne et tout va bien. Ok, merci. Je vois les pouces. Pardon, je me suis trompé de bouton. Ok. Donc, je parle de Mali Shoshana qui envoie ses policiers sur le toit et qui les met en ordre de défense. Chacun se cache, mais avec vue sur les escaliers, et engage le combat avec les terroristes qui veulent monter. Il faut comprendre que ce qui va se passer, c'est que les terroristes sont très bien renseignés. Ils ont les plans, ils ont tout. Et ce qu'ils vont faire, ils vont directement tirer un RPG, c'est un missile anti-char, qui vont tirer sur le bureau du commandant de Sderot. Mais ce commandant n'est pas là. Et il va arriver, quand il va entendre qu'il y a la bataille, il va venir une demi-heure plus tard. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est tirer un missile sur le bureau du commandant pour le tuer si jamais il est dans le poste de police, ce qui montre à combien ils sont renseignés. Et ils vont plusieurs fois essayer de monter sur le toit. Les deux premiers qui montent vont être abattus, un par un policier et l'autre par Mali. Plus tard, Mali va tuer un autre terroriste. Elle va elle-même être blessée à la main et perdre connaissance. Mais jusqu'à qu'elle perde connaissance à cause de sa blessure, elle va gérer le combat, ramener ses policiers sur le toit, gérer les attaques et après être en contact avec Magav, de nouveau cette unité plus entraînée, qui va venir avec les pompiers, avec une échelle de pompiers, pour les sortir du toit. Ce qui va se passer, c'est que des soldats de Magav vont tirer au bas pour empêcher les terroristes de sortir du poste de police et pour qu'ils soient au combat avec eux. Et pendant ce temps-là, ils vont envoyer des soldats par une échelle de pompiers évacuer les policiers qui sont sur le toit.
Donc là, on a l'historique. À 7h04 commence la bataille. J'ai dit, c'est là que va être tué le premier policier. Comment il s'appelle? Michael Harouche. Michael Harouche qui va être tué tout à fait au début. De nouveau, c'est pris sur un site internet qui raconte l'histoire de la police et qui va, vous voyez, à droite, vous avez la montre, et ça va événement par événement. Ce qui se passe à 7h05, tout le monde le connaît en Israël, je pense, et vous aussi, c'est l'histoire de la famille Souissa qui décide, après sous cette attaque de missiles, de quitter la ville. Ils avaient préparé des valises, ils montent dans la voiture, ils partent. Ils tombent sur des terroristes qui abattent le père de la famille Souissa, et la maman et les 2 filles sont vivantes, mais c'est complètement sonné, et arrive un policier qui dit je vous emmène à l'abri. Où est-ce que c'est l'abri? L'endroit le plus abrité, c'est bien sûr le poste de police. Et donc passe par là-bas un bédouin, il demande au bédouin de conduire la voiture de Madame Souissa. Le bédouin se met au volant, le policier les précède dans sa voiture, ils vont tous à la police de Sderot. Quand ils arrivent dans la police de Sderot, ils tombent sur les terroristes qui abattent le policier dans sa voiture, qui abattent le bédouin qui conduit la voiture Souissa et Madame Souissa, mais ils ne voient pas les 2 gosses qui sont derrière. Et un peu plus tard, la gosse va crier, l'aînée qui a 6 ans, va crier Tazroulanu, Tazroulanu, aidez-nous. Et quand les policiers vont venir pour la sortir, elle va avoir ce self-control, leur demander Atemi Israël. Même aujourd'hui, il y a un monument de la station de police qui raconte l'histoire, c'est gravé dans la pierre Atemi Israël, vous êtes des policiers juifs, parce que je raconte, c'est le foutoir, personne ne sait si c'est des terroristes, des policiers, des civils, de l'armée, c'est le grand flou. Et non seulement elle demande Atemi Israël, mais une fois qu'il la sort de la voiture, elle dit mais il y a encore ma petite sœur. Et les policiers vont aussi récupérer la petite sœur et sauver les 2 filles Souissa. L'histoire suivante, elle se passe à 9h, donc c'est 1h30 plus tard, 2 heures plus tard. C'est un combattant de Magav qui se rend compte qu'il y a un tireur d'élite, que parmi les terroristes, il y a un sniper qui fait un carton. Tous ceux qui passent dans la rue sont touchés par ce sniper. Il décide donc de l'abattre. Lui-même est sniper, mais il n'a pas d'arme. Il a juste son pistolet, il était en congé. Donc il rencontre un soldat, il lui dit « Donne-moi ton arme ». Le soldat, il dit « Pas question ». Mais à ce moment-là, le soldat se penche pour refaire son lacet. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le combattant de Magav lui saute dessus, lui prend son fusil, monte dans le bâtiment qui est en face de la police, monte au 3e étage, toque à la porte. Quand les gens lui ouvrent, il va au WC qui sont face à la police, il va arracher la moustiquaire et abattre le sniper terroriste à partir de cette fenêtre. D'ailleurs, on va en parler tout de suite après, on le verra dans une image. Et finalement, comme j'expliquais, on les sort par des échelles, et une fois qu'il n'y a plus de policiers dans la station de police, le commandant de la police décide, comme il y a une vingtaine de terroristes dans la police, il dit on va faire sauter la police, écraser les terroristes sous les décombres, et on appelle un tank, et on appelle un hélicoptère de combat, et après encore un choufel, un grand bulldozer, qui vont détruire le poste de police. On va voir quelques extraits. Je n'ai pas le son, mais là vous voyez l'échelle des pompiers et les policiers qui montent, les Magav qui montent sur le toit pour évacuer les policiers. Une fois, voilà, ils sont évacués. Une fois qu'ils ont évacué tout le monde, le commandement a donné l'ordre de détruire le poste de police. Je vais un peu passer en avant. Ah, pardon. Je laisse tomber. Excusez. Et là, c'est le commandant du char qui a reçu l'ordre de faire tomber, de tirer sur le poste de police. Bon, je n'ai pas le son, j'ai un problème quand j'ai préparé ce sont des extraits que j'ai pris de différents sites, et pas partout. Il y avait des fois des problèmes de son, je m'en excuse. Et là, il explique, mais c'est sous-titré pour ceux qui lisent l'hébreu, pour les autres, je vous traduis. Il dit la solution, c'est un tank. Il amène donc le commandant de la police accepte cette proposition, et le tank arrive, et c'est resté encore un traumatisme. C'est la première fois qu'un tank israélien doit tirer sur un poste de police israélien. C'est du jamais vu, c'est de l'incompréhensible, et c'est ni plus ni moins, c'est le Mahat, c'est un commandant de brigade, un colonel qui monte dans le tank
et qui va gérer la destruction du poste de police. Voilà, vous voyez qui tire sur le poste de police de Sderot. Il y a aussi un hélicoptère de combat qui va tirer sur le toit pour abattre des terroristes qui ont essayé de se réfugier sur le toit. Et à la fin de l'histoire, ce qui nous reste de station de police, c'est ce que vous voyez devant vous. C'est ce bâtiment détruit avec ses voitures, regardez les voitures détruites, là, le bulldozer en train de les pousser sur le côté. Et finalement, c'est tellement horrible comme photo de voir un poste de police dans cet état-là. Le commandant de police décide, on le détruit entièrement, on ne laisse rien et on reconstruit un nouveau poste de police un peu plus loin. Et cet endroit, si vous allez aujourd'hui, c'est dommage, j'ai pas mis de photo, c'est une place avec un monument qui rappelle, avec des plaques commémoratives, avec des plaques dédiées aux policiers qui sont tombés. Mais il n'y a plus ce fort de police, il n'existe plus. Juste en face, il y a un dessinateur de graffiti qui a fait un très beau graffiti. Vous voyez qu'il y a marqué Sderot, vous voyez le poste de police. Au-dessus, vous voyez qu'il y a un Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'on est Simchat Torah. Donc c'était le poste de police à Simchat Torah. Vous voyez le char, le Merkava qui tire à gauche, qui tire sur le poste de police. Mais le symbolique, ce que vous voyez des lettres qui s'envolent dans le ciel. Et ça nous rappelle un midrash très connu qu'on peut trouver aussi à Jérusalem. Si vous allez à la Knesset, il y a la menorah de la Knesset avec des médaillons qui racontent quelques dizaines de scènes de l'histoire d'Israël. Et sur un des médaillons de la menorah de la Knesset, vous voyez ce personnage qui est penché. En fait, c'est Rabbi Hanina ben Tradion, un des rabbins d'Aseret Harugei Malchut, qui ont été tués par les Romains à l'époque des révoltes contre les Romains. Et ce qu'ont fait les Romains, comme ils enseignaient la Torah, ce qui était interdit, les Romains l'ont enroulé dans un rouleau de Sefer Torah et ont mis le feu au bûcher. Vous voyez le bûcher sur lequel ils brûlent. Et vous voyez qu'il y a des lettres ici. Il y a des lettres qui sont sur la Shin, il y a un Aïn qui sont sur l'image. Et les élèves demandent à Rabbi Hanina, qu'est-ce que tu vois? Et Rabbi Hanina dit, je vois le Gvilim Nisrafim Votiot Pochot, les rouleaux sont brûlés, mais les lettres s'envolent. Voilà, le rouleau de la Torah est brûlé, mais les lettres s'envolent. On ne peut pas brûler la Torah, on peut brûler le claf, on peut brûler le parchemin, on ne peut pas brûler l'esprit d'Israël, on peut brûler la Torah d'Israël. Ça, c'est la Netzach, ça dure toujours. Et juste en face, sur la maison, une maison qui est juste en face, il y a ce graffiti que vous voyez à gauche, qui a été fait par la ville de Sderot avec un artiste, vous voyez qu'il y a marqué Sderot sur une muraille qui ressemble au Kotel. C'est ancien, c'est la muraille, il y a une synagogue, c'est la force morale d'Israël. Les gens de Sderot qui sont des lions, qui sont battus contre des lions. Un policier, qu'il est en bleu, c'est un policier, c'est pas un soldat, qui salue les policiers qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour la ville de Sderot. Une femme et son enfant qui regardent vers l'avenir, vers le Magen David, parce que c'est l'image que veut donner le maire de Sderot. On ne pleure pas, on construit, on se développe, on s'agrandit. Et si vous allez à Sderot, j'y suis tous les quelques temps, j'y suis. C'est incroyable le nombre de grues et d'appartements qui se construisent à Sderot, de gens qui viennent habiter Sderot. Et si vous regardez une dernière chose, dans la fenêtre, dans la maison, dans la fenêtre, vous voyez un Cupidon qui tire à l'arc. Et en fait, l'artiste a dit c'était un hommage à ce combattant de Magav qui est rentré dans la maison en face et qui, à travers la fenêtre, a tiré, pas avec un arc, il a tiré avec un M16 et a abattu le sniper dont j'ai parlé tout à l'heure. Une autre image qu'on peut voir, c'est ce policier et ce rabbin qui se serrent la main, Hirsch el Giborim. Donc il y a toute une histoire qui se met en place aujourd'hui sur Sderot. Il y a un site de la police sur lequel on peut voir l'histoire des policiers qui sont tombés. Vous voyez que dans le site de la police, le Zicham, en souvenir des policiers tombés avec le mur du souvenir, il y a un lien direct de Chaleh Harvot Barzel, les victimes qui sont tombées dans la guerre actuelle. Et voilà, en gros, on a fini. Il y a encore beaucoup à dire. J'ai bien sûr dû faire un choix sur ce que je vais raconter, sur ce que je ne raconte pas. Donc, ne venez pas me dire, Ariel, tu n'as pas parlé de X, tu n'as pas parlé de Y. Je le dis à chaque fois que je fais une conférence, il y a toujours beaucoup plus à raconter. Il faut faire un choix de qui je vais parler, combien de temps je vais parler de chacun. J'essaie de donner une petite image de ce qui se passe parce que en Israël, on a l'habitude, on parle toujours de l'armée, de parler des combattants de l'armée. On a, depuis la guerre de Harvot Barzel, on a aussi beaucoup parlé des civils qui sont allés aider, des frères Kalmanzod, des frères Vysotsky, tous ces civils qui sont portés au secours
des villages, etc. Et on oublie un petit peu ces policiers qui étaient pas tous des combattants, la plupart c'était des gens qui étaient dans le maintien de l'ordre, qui remplissaient vos doléances quand vous venez porter plainte parce qu'on vous a volé quelque chose ou parce que les objets trouvés à la police et qui ont engagé le combat et qui ont sauvé en fait les villes du Sud jusqu'à ce que l'armée réagisse et vienne remplir son rôle. Voilà, alors on peut ouvrir le micro si quelqu'un veut poser des questions, réagir, avec plaisir. Voilà, maintenant j'ai développé le micro, c'est fait. Razak Ariel, t'as pas parlé de l'histoire du policier. Il y a une histoire dont je voulais parler, j'ai oublié, mais ça c'est incroyable. C'est une force du Magave qui est arrivée en terre. Je ne sais plus exactement vers où ça s'est passé. D'abord, ils ont été accrochés dans un des carrefours où les Nourbots avaient fait des embuscades. Ils ont réussi à abattre les Nourbots et à continuer. Mais alors, ils arrivent au prochain carrefour et ils voient quelque chose de surréaliste. Ils voient un feu rouge. Et sur le feu rouge, il y a quelqu'un qui est accroché, qui est menotté au feu rouge. Et donc, ils vont décrocher le gars qui est accroché au feu rouge. Et là, les terroristes ouvrent le feu et vont abattre 7 des policiers. Parce qu'ils savaient très bien que les policiers ne passeraient pas en voyant quelqu'un accroché à un feu rouge. Ils avaient mis ça comme appât pour que la prochaine force qui arrive et va décrocher le gars sur le feu rouge seront des cibles faciles pour ces terroristes qui ont abattu 7 des 9 policiers qui étaient dans la... Il y a encore beaucoup, malheureusement, encore beaucoup d'histoires incroyables. C'est pour une autre conférence. OK. Merci beaucoup. Tov, alors, je pense que tous comme moi, vous avez entendu qu'on est reparti à l'offensive. Hier, je parlais à mon fils tankiste, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bah, nous, pour l'instant, c'est l'armée de l'air, nous, on est tranquille. Maintenant, son téléphone est coupé, donc je comprends qu'ils sont engagés dans l'affrontement terrestre qui commence à Gaza, en espérant, leur souhaitant tout le Nitzachon et toute la victoire, que tous rentrent en bonne santé après avoir accompli ce qu'ils ont à accomplir. Et Amen. 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 Amen, amen. J'ai écouté au Hadashot, ils sont rentrés. Oui. Ben, actuellement, on a toujours un signe. Quand les téléphones s'éteignent, c'est qu'ils sont au combat. Ouais. Merci beaucoup, Ariel.